La traque d'O.J. Simpson se poursuit en ce moment même en Californie du Sud. À 46 ans, l'ancienne star du football, qui compte parmi les plus célèbres personnalités américaines, risque la peine de mort. 17 juin 1994. Recherché pour meurtre, O.J. Simpson tente de fuir la police dans une course-poursuite mémorable. Le corps de Nicole Brown Simpson, 34 ans, ex-épouse d'O.J. Simpson, a été découvert peu après minuit dans la cour de leur résidence de la banlieue ouest de Los Angeles. À côté d'elle, gisait le corps d'un jeune homme non identifié. Tous deux auraient été poignardés. Malgré son arrestation et son jugement pour meurtre, après 8 mois d'une longue procédure qualifiée de procès du siècle, O.J. Simpson est acquitté. En dépit des investigations poussées de la police scientifique, personne à ce jour n'a été condamné aux assises pour ces crimes atroces. Le rôle de l'autopsie est de révéler, toute considération affective mise à part, pourquoi et comment une personne est morte. Voici le rapport d'enquête policière concernant ce meurtre. Il nous informe que nous n'avons pas un homicide sur lequel enquêter, mais qu'en réalité, 2 personnes ont été affreusement assassinées de la même manière. Aujourd'hui, nous savons formellement qu'une autre personne qu'O.J. Simpson est peut-être responsable de ces meurtres sauvages. Richard Shepard pratique des autopsies de personnalités depuis plus de 25 ans. Il est intervenu comme témoin expert, entre autres, dans l'affaire sur la mort de la princesse Diana. Il a mené de nombreuses autopsies sur des victimes de meurtre. Je me dois d'utiliser toutes les informations mises à ma disposition dans une procédure que j'appelle le triangle médico-légal. Nous avons d'abord l'autopsie. Ensuite, les preuves accumulées par la police. Et enfin, nous avons les photos prises sur la scène de crime. À partir de ces 3 éléments, on peut commencer à assembler le puzzle des jours et des heures qui ont précédé ces atrocités. Voici le rapport d'autopsie sur Nicole Brown Simpson, qui décrit en détail les horreurs qu'elle a subies pendant plusieurs minutes. Son cadavre porte les traces de nombreux coups de couteau, avec notamment à la gorge une plaie béante de 13 cm sur 6 qui s'enfonçait jusqu'à la colonne vertébrale. Ces blessures vont servir de point de départ à mon enquête médico-légale sur ces 2 massacres. « 6h30, le 12 juin 1994 à Los Angeles, Californie. Nicole Brown Simpson, 35 ans, est sortie faire son habituel footing de 14 km. 2 ans plus tôt, O.J. et Nicole se séparaient après 7 ans de mariage. Ils ont eu 2 enfants, Sydney, 8 ans, et Justin, 5 ans. Plusieurs fois depuis leur divorce, ils ont vraiment tenté de se réconcilier. Après avoir été mariée à l'une des stars les plus célèbres des États-Unis, Nicole a mis du temps à refaire sa vie. Elle a eu 2 enfants. Toutes les autres femmes avaient une gouvernante à la maison. Elle, non. Elle emmenait elle-même ses gosses au cours de karaté ou de danse. Elle faisait tout toute seule, et les gens le savaient. Nicole avait 35 ans, et le rapport d'autopsie montre qu'elle était en pleine forme. Elle mesurait 1,67 m, pesait 59 kg 300. C'est l'indice de masse corporelle d'une jeune femme de 20 et quelques années. Tous ses organes étaient sains, ils avaient une taille normale et un poids normal. Ses seules cicatrices visibles étaient des traces d'incision sous chaque sein. L'autopsie a confirmé qu'elle portait des implants mammaires. Nicole, qui a grandi en Californie à quelques encablures de la plage, avait été élue princesse à la fête annuelle du lycée de Dana Hills. À 18 ans, elle quitte le domicile parental, décroche un boulot de serveuse et emménage avec son meilleur ami, David Lebon. C'était une fille très terre-à-terre et drôle comme tout. Je ne vois pas comment la décrire autrement. C'était une personne absolument merveilleuse. Mais sa vie va être complètement chamboulée quand en juin 1977, l'une des stars les plus adulées des États-Unis descend au restaurant du club privé Le Daisy. Elle m'a dit, j'ai rencontré ce monsieur, c'est un joueur de football et il s'appelle O.J. Simpson.
Entre la jeune serveuse et l'ex-star du football américain, le courant passe immédiatement et c'est le coup de foudre. À l'époque, O.J. a beau être marié, dès l'instant où ils se rencontrent, ils deviennent inséparables. Tous les deux formaient un couple harmonieux, très agréable à fréquenter. Ils nous invitaient à leurs nombreuses petites fêtes ou bien à dîner, et c'était sympa de les voir ensemble. À 46 ans, O.J. ne tape plus la balle. Mais depuis qu'il a déserté les stades, il embrasse une brillante et double carrière de commentateur de football américain et d'acteur de cinéma. C'est un charmeur né, qui pèse plusieurs millions de dollars et jouit d'un succès croissant. Les Simpson ont beau faire figure de couple uni et épanoui, dès leur premier rendez-vous, David, l'ami intime et colocataire de Nicole, doute de la qualité de leur relation. Un jour, j'ai remarqué son pantalon déchiré et je lui ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle m'a répondu « Il a été un peu brutal. » J'ai demandé « Pourquoi l'as-tu laissé être un peu brutal avec toi? C'est ton premier rendez-vous. » Elle m'a dit « Écoute David, je crois que ce type me plaît beaucoup. » Presque toutes les blessures découvertes après sa mort avaient un lien avec le meurtre. Mais l'une d'elles avait été provoquée avant sa mort. En analysant les détails de l'autopsie, je me suis aperçu que Nicole avait une vilaine écorchure au-dessus de l'os scapulaire gauche. Je veux parler de son omoplate, en haut du dos. C'est une trace rouge-brune de 2 cm sur 1,5. Cette profonde éraflure à l'omoplate montre qu'elle avait été victime d'une blessure faite à l'aide d'un objet contondant depuis un certain temps, et peut-être même longtemps avant sa mort. Je peux aussi vous certifier que la personne qui l'a fait avec beaucoup de force physique, peut-être même en la poussant contre l'objet en question ou en la frappant avec. Nicole est habituée au traumatisme. Au fil de leur relation, O.J. devient de plus en plus agressif. Après avoir passé 1 an ensemble, le jour de ses 19 ans, Nicole raconte à une amie qu'il lui a asséné un coup de poing dans la figure, après quoi il s'en est tellement voulu qu'il lui a offert une voiture. Un maquilleur d'Hollywood lui avait donné un produit spécial pour masquer ses traces de bleu et de coupures, car O.J. avait pris l'habitude de la frapper très violemment. Malgré les coups qui pleuvent, Nicole Brown devient le 2 février 1985 Madame Nicole Brown Simpson. 3 ans après son mariage, la police a beau avoir été appelée 7 fois à leur domicile, aucune plainte n'a jamais été déposée. Mais le 1er janvier 1989, après une fête du Nouvel An, la violence d'O.J. monte d'un cran. À 3h58 du matin, la police reçoit un appel de détresse de Nicole, disant « Il va me tuer ». Elle a une lèvre coupée, un œil tuméfié, une joue contusionnée et elle porte des traces de strangulation. Elle m'a dit « Si tu peux passer à la maison en sortant du boulot, je dois te parler de certaines choses ». Et j'ai dit « D'accord ». Je suis allé la voir après le travail. Je suis resté environ 4 heures avec elle. Son visage était plein de bleu qu'elle avait essayé de dissimuler avec du maquillage. À part sa blessure à l'omoplate, j'ai été très surpris de ne pas trouver d'anciennes cicatrices sur le corps de Nicole, alors que cette femme souffrait de violences domestiques depuis longtemps. Mais le rapport d'autopsie révèle des marques sur les faces internes et externes du scapulaire droit, c'est-à-dire sur le haut de son omoplate droite. Sauf que ces marques ont été provoquées post-mortem, c'est-à-dire après sa mort. Pour expliquer ces profondes éraflures rouges au milieu de l'omoplate de Nicole, je pense que la chose suivante s'est produite. Une fois qu'elle a été tuée et qu'elle gisait par terre par cette chaude soirée de printemps à Los Angeles, des insectes, probablement des fourmis, lui ont fait ce qu'elles font naturellement en présence d'un cadavre. Elles l'ont attaqué. « 12 juin 1994. O.J. Simpson est sorti tôt pour son habituelle partie de golf. Pendant ce temps, Nicole est allée faire des courses. Sydney, leur fille de 8 ans, donnera en fin d'après-midi un récital de danse et sa maman, qui est fière, veut choisir un cadeau à lui offrir après le spectacle. À 14h18, après avoir fini de jouer au golf, O.J. l'appelle depuis le clubhouse. Une serveuse du club se souvient de leur échange particulièrement houleux. Nul n'a jamais su le sujet de leur dispute. Mais moins de 12 heures plus tard, Nicole sera morte.
Aujourd'hui, en s'aidant des rapports d'autopsie des deux victimes, Richard Shepard, médecin légiste, nous révèle leurs secrets et part en quête de nouvelles informations qui puissent l'aider à découvrir l'auteur des crimes et ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. L'objectif de la médecine légale est d'examiner toutes les preuves que nous présente le triangle médico-légal. Les preuves de l'autopsie, celles relevées sur le lieu du crime et celles recueillies par la police. Il faut ensuite rassembler toutes ces informations pour formuler des déductions qui nous permettent d'arriver à une conclusion dénuée de jugement. Dans le cas de ces deux meurtres, nous disposons des informations nécessaires. Elles vont nous permettre d'expliquer dans les moindres détails les causes de ces deux morts. Samedi 12 juin 1994, 18 h. Sydney, la fille de Nicole et d'O.J., vient de descendre de scène après avoir donné son récital de danse. O.J., qui a assisté au spectacle de son côté, les rejoint à la sortie et espère se prendre en photo avec eux. Mais Nicole n'est pas d'humeur à simuler une famille heureuse et elle emmène sur le champ les enfants vers leur restaurant préféré, le Mezzaluna. Ils entrent dans l'établissement à 18 h 30. Nicole et ses enfants sont rejoints par sa mère, Juditha, le père, Lou, deux des sœurs et plusieurs autres membres de la famille. Nicole aperçoit alors un autre de ses amis, l'homme que la police identifiera plus tard comme la seconde victime, le serveur Ron Goldman. L'autopsie de Ron montre qu'à 25 ans, il était en pleine forme. 1,79 m pour 77 kg. Soit un indice de masse corporelle de 25,2 avec juste un très léger surpoids. Mais si vous tenez compte du fait qu'il suivait un programme de culture physique et que les muscles pèsent plus lourd que la graisse, ce léger dépassement était dû plus à sa forme physique qu'à son adiposité. Ron Goldman était un gars robuste et dans la fleur de l'âge. On sait qu'il pratiquait le karaté et l'on peut s'attendre à ce que dans une lutte au corps à corps, il ait été capable de se défendre seul. À mesure que la soirée passe au Mezzaluna, la petite assemblée ne fête pas seulement la performance triomphale de Sydney à son récital de danse. Elle est aussi venue féliciter Nicole pour sa toute nouvelle indépendance. Pendant les 2 ans qui ont suivi le divorce de Nicole et d'O.J., plusieurs vaines tentatives de réconciliation ont eu lieu, notamment lors d'un séjour à 2 au Mexique. Pourquoi vouloir partager à nouveau la vie d'une personne qui a autant abusé de vous? C'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Vous savez dans le fond que la flamme ne pourra pas renaître, car la dynamique d'origine est morte. Mais vous essayez malgré tout de recoller les morceaux. Cela donne souvent des situations où l'un des deux espère sincèrement faire revivre la magie, avant de s'apercevoir que cela ne peut plus fonctionner. Et c'est ce qu'a fait Nicole. Bien qu'elle continue de communiquer avec O.J. sur leurs enfants, Nicole profite de sa vie de célibataire. Mais bientôt, les rumeurs lui prêtent une vie de fêtarde. D'après des amis de l'époque, c'est simplement une femme libre en quête d'épanouissement. Après son divorce, elle s'est remise à sortir et à faire la fête. Elle prenait des drogues, cela ne fait aucun doute. Elle s'est amusée et changé les idées. Bref, on la voyait beaucoup sortir. En reprenant confiance en elle et en retrouvant son identité et sa force, elle a sans doute aussi regagné en confiance sexuelle, au point d'être prête à faire de nouvelles rencontres. D'après un ami proche, les dernières semaines de Nicole ont été marquées par des expériences sexuelles sordides avec un éventuel abus de substances illicites. Pour son ami, elle menait une vie dangereuse. Selon les journaux de l'époque, elle prenait de la cocaïne. Pourtant, rien dans le rapport d'autopsie ne confirme ces rumeurs. Mais comme il s'agissait d'un examen post-mortem consécutif au meurtre, il est possible que le septum nasal, c'est-à-dire la cloison médiane des narines, très souvent abîmée chez les cocaïnomanes, n'ait pas été examiné en détail.
Nous savons tout de même qu'une analyse toxicologique approfondie a été demandée et réalisée. Et bien qu'il n'y ait pas eu au procès de référence assermentée à ce rapport d'analyse, le médecin légiste en charge de déterminer les causes du décès a certifié que ni alcool ni stupéfiants n'avaient été détectés dans les échantillons prélevés sur Nicole. Il est maintenant 19 h et Nicole et sa famille sont au restaurant depuis 30 minutes. Bien qu'elles connaissent Ron Goldman depuis un certain temps, ils se sont beaucoup rapprochés depuis 6 semaines. Ils font de la gym ensemble, sortent en boîte et se retrouvent souvent autour d'un verre ou d'un dîner. Elle adorait Ron, elle le trouvait très mignon, exactement comme les hommes et les femmes s'apprécient entre eux quand ils sont amis. Sauf qu'il y a toujours une chance que quelque chose puisse arriver, que la situation change du jour au lendemain, que l'un d'eux puisse plaire à l'autre. Mais Nicole disait qu'il ne s'était jamais rien passé entre eux, à part le fait qu'ils s'aimaient d'amitié, sans ambiguïté sexuelle. 20h30. Nicole et sa famille finissent de dîner et se lèvent pour rentrer. Mais en arrivant à la voiture, sa maman Juditha laisse tomber ses lunettes dans le caniveau. Une heure plus tard, Nicole appelle le restaurant depuis chez elle pour demander s'il n'aurait pas trouvé les lunettes. Ron Goldman prend l'appel. Ron était là, il parlait avec le personnel et il a dit « Vous savez quoi? Je vais les ramener chez elle. Je vais les rapporter à South Bundy, là où vit Nicole. » Ce n'était pas très loin, alors Ron a pris les lunettes et il s'est mis en route pour South Bundy. Vers 21h50, Nicole met au lit Justin et Sydney pour la dernière fois de sa vie. Dans 45 minutes environ, elle sera morte. « 22h10. Après avoir couché ses enfants, Nicole se fait couler un bain. Dans 15 minutes, le tueur pénétrera dans la propriété et se dissimulera dans l'ombre. Vers 22h15, Nicole entend sonner à l'interphone. S'attendant à ce que ce soit Ron, elle descend au rez-de-chaussée et se dirige vers la porte d'entrée. Une fois dehors, elle descend les quelques marches qui donnent dans la courette d'entrée. Mais dans l'allée South Bundy, c'est le calme plat et Ron Goldman n'est nulle part. Soudain, son assaillant, tapis dans l'ombre, bondit. Il la poignarde violemment et la précipite au sol. Vers 22h20, Ron Goldman arrive. Voyant la scène, il se jette sur l'agresseur, mais ce dernier se retourne et le repousse d'un coup de couteau. Une fois sa victime au sol, il s'acharne sur elle de plusieurs coups fatals. Puis, l'assaillant retourne vers Nicole. Il l'attaque à nouveau avant de se volatiliser dans la nuit. Deux heures plus tard, des voisins retrouvent les corps. L'allée South Bundy devient alors le terrain d'enquête de la police scientifique. Et à mesure que les heures passent, le sang, les cheveux, les tissus et l'ADN se dégradent. Alors que la police devrait les récupérer et les analyser le plus vite possible pour avoir toutes les chances d'attraper le tueur et d'obtenir la condamnation qu'il mérite. Le corps de Nicole Brown Simpson, 34 ans, ex-épouse d'O.J. Simpson, a été découvert peu après minuit dans la cour de leur résidence de la banlieue ouest de Los Angeles. Je fais partie des premières personnes qui ont été prévenues. Et je ne me rappelle plus qui m'a appelé, mais on m'a dit que Nicole était morte.
Nicole avait reçu d'innombrables coups de couteau et sa tête était pratiquement séparée de son corps. À côté d'elle se trouvait le cadavre d'un jeune homme non identifié. Le corps de Ron portait encore plus de traces de coups de couteau avec une mystérieuse blessure à la cuisse gauche. J'étais à la banque en train de retirer des espèces quand j'ai vu que ma mère m'appelait sur mon beeper. Je me suis un peu inquiété. Alors j'ai demandé au guichetier si je pouvais utiliser son téléphone. J'ai pris le combiné, j'ai appelé et maman m'a dit « Mon chéri, je regarde la télé. Ils viennent d'annoncer que l'ex-femme d'O.J. Simpson a été assassinée. » Je n'ai pas arrêté de pleurer. Ça a été très dur pour moi, je l'aimais énormément. C'était comme si j'avais perdu ma petite sœur. En interprétant les découvertes faites pendant l'autopsie, je suis en mesure de reconstituer la séquence exacte des coups portés sur la victime et de comprendre tout ce qui s'est passé. Je vais maintenant tenter de reconstituer le scénario du massacre et de dresser le portrait du tueur. Le 12 juin 1994, 2 meurtres épouvantables sont commis au 875 allée South Bundy, à Los Angeles. Bien qu'O.J. Simpson, légende du football américain, a été déclaré coupable de ces atrocités, il finira par être acquitté. À ce jour, nul n'a été arrêté et incriminé à sa place pour ces horribles meurtres. Pour tenter de reconstituer fidèlement le déroulement de cette nuit fatale, Richard Shepard, médecin légiste, s'est penché sur les rapports d'autopsie et les détails relevés par la police scientifique sur le lieu des crimes. Les autopsies nous apportent un éclairage sur ces massacres. Et à mesure que d'autres éléments s'accumulent, comme les preuves relevées par la police et les photos prises sur les scènes du crime, nous pouvons reconstituer une image très fidèle de ce qui s'est passé entre 22 h et minuit le 12 juin 1994. Il est minuit 10, environ 2 heures après les meurtres de Nicole Brown Simpson et de Ron Goldman. Leurs cadavres sanglants gisent par terre jusqu'à ce que Cato, le chien de Nicole, les découvre et alerte un voisin qui prévient la police. Celle-ci arrive et met en place un cordon de sécurité. Peu de temps après intervient l'enquêteur principal, Tom Lang. J'ai reçu l'appel vers 3 h du matin. J'ai répondu présent et je suis arrivé sur place vers 4h30, 4h40. Il faisait encore nuit. Toute l'allée South Bundy avait été bouclée. À peine arrivé sur la scène du crime, Tom Lang, qui a travaillé sur plus de 200 homicides en 26 ans de carrière, s'aperçoit que quelque chose cloche. La porte d'entrée était grande ouverte, avec des bougies allumées à l'intérieur et de la musique. Cette femme était vêtue d'une robe moulante. Elle était pieds nus et portait des bijoux. Comme il n'y avait visiblement pas de traces d'effraction, nous avons exclu de prime abord le vol et le cambriolage. Peut-être était-ce une agression avec violence sexuelle. Avant de me lancer dans l'étude des rapports d'autopsie, ma priorité consiste à regarder un plan de la maison. Le lieu du crime a été la courette d'entrée du 875 allée South Bundy, un lieu sombre et exigu. L'accès se fait par un interphone placé en haut d'une série de marches derrière un portillon de sécurité en métal. Dans la courette se trouve un grand arbre. L'éclairage y est faible et il y a un patio au coin de la maison. La nuit, l'endroit devait être très sombre. Pour se cacher, le tueur n'aura eu que l'embarras du choix. Vers 22 h 15, Nicole est sortie de la maison et a descendu les marches. Elle s'attendait à trouver Ron, dont elle croyait qu'il venait de sonner. Et c'est juste après avoir descendu les marches que le tueur a fait irruption. Les 2 premières blessures qu'elle a reçues sont des coups qui ont été portés en haut, à droite, à l'arrière du crâne. Ces plaies laissent penser que Nicole s'est tournée pour rebrousser chemin. Mais on a aussi retrouvé des morceaux d'épiderme sous ses ongles, ainsi qu'une coupure à l'annulaire gauche, suggérant qu'elle a essayé de se défendre. Il est très probable que la violence des coups l'ait fait tomber brutalement. En tombant à la renverse, elle heurte le mur qui est derrière elle, d'où le bleu qu'on a retrouvé sur la droite de son crâne. Et alors qu'elle est couchée sur le côté droit, visage au sol, elle reçoit un nouveau coup de couteau sur la gauche de la tête, au-dessus de l'oreille.
La lame s'enfonce sur 4 cm entre le cuir chevelu et le crâne. Ce coup-là n'a pas été fatal en soi, mais les blessures suivantes vont être très graves. Nicole subit 3 coups de couteau assénés l'un après l'autre sur la partie gauche du cou. Ce sont des blessures critiques, car c'est là que se trouvent les principaux vaisseaux sanguins, l'artère carotide et la veine jugulaire qui alimente le cerveau. Le premier coup pénètre dans le cou sur 3,5 cm. Le deuxième est un peu moins profond. Il entaille le cou d'environ 2,5 cm. Quant au troisième, porté à l'avant du cou, il s'enfonce de 3,5 cm à 5 cm. Même si on ne lui avait pas infligé d'autres blessures, cette seule série de 3 coups de couteau a sans doute suffi à la tuer. Ces plaies sont concentrées dans une zone très restreinte. Pour moi, elles ne correspondent pas au type de blessure qu'infligerait un cambrioleur qu'on aurait dérangé dans son travail. Au contraire, ce sont les faits d'une personne qui était fermement décidée à tuer Nicole Brown Simpson. Pour moi, il s'agissait d'un meurtre prémédité. Si ce n'est que le sauvage qui a fait ça ignorait ce qui allait ensuite se produire. On sait que Ron a dû arriver normalement en passant par le portillon. Il a dû avoir le réflexe de se précipiter pour tenter de la sauver. Et pour cela, il a dû se jeter sur l'agresseur. Les photos de la dépouille de Nicole montrent qu'elle portait de fines taches de sang dans le dos. Quand une lame de couteau est retirée de l'entaille qu'elle vient de faire, il peut arriver qu'elle laisse goûter du sang pendant le mouvement de retrait. Mais je ne pense pas que les gouttelettes retrouvées sur le dos de Nicole viennent de là. Je pense qu'elles viennent des blessures que le tueur a infligées à Ron. Ron avait des coupures superficielles à la main. Dans notre langage, on appelle ça des lésions défensives. L'agresseur est donc attaqué par un homme de 25 ans, qui est dans une forme physique optimale et qui pratique le karaté. Et il est probablement lui-même sur la défensive. Que s'est-il passé qui ait pu renverser les rôles? Le rapport d'autopsie et les photos prises sur le lieu du crime montrent que Ron a reçu un coup de couteau à la jambe gauche. C'est un endroit inhabituel pour une blessure. Il suggère que Ron devait se défendre par une figure de karaté quand il a été poignardé à cet endroit. À ce moment-là, il titube vers la barrière et se retrouve coincé à la merci de l'agresseur qui prend le dessus. Et comme Ron est acculé dans un coin, son agresseur en profite pour le poignarder à plusieurs reprises. C'étaient 2 meurtres d'une violence insoutenable. Il y avait du sang absolument partout. Ces 2 personnes ont été littéralement massacrées dans un lieu très exigu. Elles n'ont eu nulle part où se réfugier. Pendant cette longue attaque, Ron a reçu 4 blessures mortelles. La première est le coup de couteau qu'on lui a asséné à gauche dans le cou. Il a sectionné la veine jugulaire qui est la veine principale. La lame a pénétré profondément dans la base du crâne. Le deuxième est un coup de couteau porté à droite en bas de l'abdomen. Et il y avait aussi 2 blessures situées sur la partie droite de la poitrine. Elles ont traversé les côtes, perforé les poumons et ont provoqué une grave hémorragie dans la cage thoracique. Un tel schéma de blessures prouve clairement l'intention de tuer. Ces blessures semblent avoir été infligées au hasard sur Ron. Le tueur avait hâte de provoquer une plaie fatale qui mette hors de combat cet assaillant imprévu. Une fois certain que Ron n'est plus une menace et qu'il va sûrement mourir, il retourne près de Nicole agonisante et il lui donne le coup de grâce. Il l'achève en l'égorgeant de gauche à droite. En faisant cela, il taillade à nouveau les vaisseaux sanguins déjà sectionnés sur la gauche du cou, tranche son larynx, ses voies respiratoires, ainsi que ses vaisseaux sanguins passant sur la droite du cou. La plaie qu'il lui inflige est d'une telle profondeur qu'elle atteint l'avant de la colonne vertébrale et laisse Nicole Brown Simpson se vider de son sang au bas de l'escalier. Nous sommes le lendemain matin du meurtre de Nicole Brown Simpson. Il y a maintenant 9 heures qu'elle a été tuée. La police a enfin mis un nom sur le 2e cadavre retrouvé sur place, Ron Goldman. Les preuves et indices commencent à s'accumuler. Un gant gauche ensanglanté, un chapeau noir en laine,
des empreintes de pieds qui ne sont pas celles des victimes et une traînée de sang s'éloignant de la maison. Le gros problème que nous avons eu au début de l'enquête, c'est que l'allée South Bundy est une rue très animée. Elle est située entre deux artères très fréquentées de l'ouest de Los Angeles. Surtout un lundi matin, quand tout le monde reprend le travail. Dans un tel cas, vous priez pour que les médias et leurs hélicoptères ne rappliquent pas, afin que vous puissiez travailler tranquillement. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. À mesure que les heures passent, la police se démène pour contenir les badauds et préserver les indices. Dans toute affaire d'homicide, la préservation de la scène du crime est essentielle au bon suivi des recherches et de l'enquête. Dans cette affaire, on pourrait croire que le lieu ait bénéficié des mesures de précaution qui étaient déjà en vigueur en 1994. Mais nous savons formellement que des négligences ont été commises. Les images télévisées montrent des badauds qui empiètent sur le lieu des crimes en laissant leurs empreintes de pas, au risque de corrompre les traces de sang et de fibres. Toutes ces interférences ont malheureusement altéré la qualité des preuves que l'on a pu recueillir. Nous étions exténués. Les médias et la presse nous mettaient la pression. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Cette affaire a bien entendu attiré une meute de curieux, notamment des journalistes, au point que certaines traces de pas ensanglantés pouvaient être celles de reporters ou de badauds. Quand deux personnes se font tuer dans une rue passante d'une ville aussi animée, rapidement les indices peuvent être faussés. D'après deux quotidiens de Los Angeles, la police a laissé s'altérer des preuves susceptibles de compromettre O.J. Simpson dans le meurtre de son ex-épouse. 11 h du matin, les agents de police de Los Angeles veulent s'entretenir d'urgence avec O.J. Simpson à propos de ces meurtres. Ils se rendent à sa propriété de North Rockingham, à l'ouest d'Hollywood. Quelques heures plus tôt, ils ont retrouvé en bas de la contre-allée un gant droit marron semblable à celui trouvé sur la scène de crime, ainsi que des gouttes de sang dans son allée privée. Simpson a déclaré à la police qu'au moment du massacre, il était à Chicago. Il serait rentré chez lui 12 heures après la découverte des corps. La police l'a accompagné à l'arrière du bâtiment et l'a menotté. Après qu'il se soit entretenu avec son avocat Howard Wetzman, on lui a ôté les menottes et on l'a amené au commissariat pour l'interroger. Mais après 3 heures d'interrogatoire, Simpson est relâché sans le moindre chef d'inculpation. 16 juin 1994, 4 jours après la tuerie. Dans deux endroits opposés de Los Angeles ont lieu les funérailles de Nicole Brown Simpson et de Ron Goldman. Simpson est sorti de sa solitude pour assister à l'enterrement de son ex-femme. Il était accompagné par leurs deux jeunes enfants. Mais quelques heures après la cérémonie, le représentant du ministère public de Los Angeles annonce qu'O.J. Simpson est sous le coup de 2 chefs d'accusation pour meurtre. Le lendemain, le prévenu part en cavale. Monsieur Simpson vient de prouver qu'il fuit la justice. S'ensuit une traque parmi les plus insolites qu'on ait connues. Tout le monde dit n'avoir jamais vu une chose pareille. Après 2 heures d'une course-poursuite qui restera sans doute comme la plus lente de l'histoire, O.J. Simpson finit par se rendre. L'action en justice qui dure 8 mois sera qualifiée de procès du siècle. Durant le procès, la plupart des preuves semblaient incriminer directement O.J. Simpson. Il a été inculpé de meurtre, mais à la fin de son procès aux assises, on l'a déclaré non coupable. Alors comment, près de 20 ans plus tard, l'interprétation médico-légale de ces rapports d'autopsie peut-elle nous aider à apprendre quoi que ce soit de plus sur le tueur? Le 23 janvier 1995 débute le procès d'O.J. Simpson. Devant leur téléviseur, des millions d'Américains sont tenus en haleine par les multiples rebondissements de l'affaire. On estime à 25 milliards de dollars le coût de l'absentéisme des travailleurs qui ont préféré suivre les audiences. Dès le premier jour, nous savions tous que ça allait être quelque chose de fou et d'exceptionnel. C'était la plus grosse affaire que chacun d'entre nous ait couverte. Une affaire très confuse, avec énormément de pistes et de rebondissements, au point que cela devenait parfois surréaliste. Je me suis dit, personne ne peut se sortir de ça, pas même O.J. Simpson. Les preuves incriminant O.J. Simpson paraissent accablantes. Sur le lieu des crimes, une empreinte de pas correspondant à l'une de ses chaussures. Un gant gauche ensanglanté, dont le droit fut retrouvé face à son domicile. Du sang d'O.J. sur le lieu des massacres. Et du sang de Goldman et de Nicole dans sa voiture,
et sur l'une de ses chaussettes. Mais à mesure que le procès avance, la défense démolit méthodiquement chaque indice, car dans sa collecte des éléments de preuve, la police a commis de nombreuses négligences en les laissant être contaminés. The gathering of evidence was a complete disaster. And we feel that the evidence will be shown to be contaminated, compromised and corrupted. C'est typiquement le genre d'argumentation que la défense cherche à exploiter. Elle va s'appuyer sur toutes les petites négligences commises. Le médecin légiste n'a pas écrit telle chose. Ils n'ont pas fait ce que j'avais demandé. Mais il faut savoir que de telles imprudences surviennent dans toutes les affaires. Pour un procès, les preuves relevées sur une scène de crime doivent être complètement exemptes de la moindre contamination. Sinon, elles ne sont pas recevables. Et c'est ce qui s'est passé au procès d'O.J. Simpson. La défense a aussi soutenu que les présomptions n'étaient pas assez fortes pour attester qu'O.J. était l'auteur des meurtres, mais seulement qu'il pouvait en être l'auteur. Le moment le plus spectaculaire a lieu quand la cour demande à O.J. d'enfiler les gants retrouvés, pour l'un près de son domicile, pour l'autre sur le lieu des crimes. Cela a choqué les jurés. Dans la salle, tout le monde s'est mis à murmurer et Johnny Cochran a sorti sa fameuse phrase « Si ces gants ne lui vont pas, vous devez la quitter ». Quand on lui demande qui a commis les crimes sinon O.J., la défense avance une autre version. Elle prétend qu'il y avait 2 tueurs et qu'il s'agissait d'une exécution orchestrée par un cartel de la drogue en lien avec la récente consommation de cocaïne par Nicole. Elle pense que sa quasi-décapitation, dite collier colombien, était un avertissement adressé à d'autres gens. Pour moi, tout porte à croire qu'il n'y a pas eu 2 tueurs. Car, et c'est primordial, on n'a retrouvé qu'une seule série de traces de pas entre les cadavres de Ron et de Nicole. Ajoutez à cela que le sang des 2 victimes retrouvées sur les chaussures de Ron Goldman prouve qu'un mélange de 2 sangs a bien eu lieu sur la lame du couteau. Un seul couteau a été utilisé et il a été manié par un seul et même tueur. Le 3 octobre 1995, plus de 150 millions d'Américains sont cloués devant leur téléviseur pour entendre le verdict. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187. Mais aujourd'hui, de nombreuses personnes, parmi lesquelles les familles de Nicole et de Ron, continuent de croire qu'O.J. Simpson est le meurtrier. Pourtant, un certain nombre d'indices relevés pendant les autopsies et sur le lieu des crimes soutiennent l'acquittement de Simpson. Quand la police a commencé à recueillir des indices sur le lieu des meurtres, elle a trouvé des extraits de tissu et de sang sous les ongles de Nicole. Elle a aussi trouvé des gouttes de sang dans son dos. Rien ne correspondait à O.J. Simpson ou à Ron Goldman. Qui plus est, en approfondissant les analyses, la police de Los Angeles a découvert de nombreuses empreintes digitales non identifiées. D'après certaines sources, jusqu'à 17, ainsi qu'une empreinte de pas sanglante qui n'a jamais correspondu au pied d'O.J. Enfin, le sang retrouvé dans sa voiture équivalait à moins d'une goutte. Ce n'est pas assez pour obtenir une preuve fiable. Ensuite, il a été question de savoir si Simpson était assez fort pour tuer 2 personnes, dont Ron, qui était en pleine forme, alors que l'ex-footballeur avait déjà 46 ans et souffrait d'arthrose. Alors qui d'autre a pu commettre ces meurtres ultra-violents? Vu le niveau de barbarie déployé dans ce massacre, de 2 choses l'une. Soit le tueur connaissait très bien Nicole, soit il s'agissait d'un psychopathe qui a patiemment observé ses faits et gestes avant d'attaquer. Depuis le procès, 2 autres suspects ont été identifiés. Glenn Rogers, surnommé le randonneur fou, est un tueur en série qui, après avoir trucidé plusieurs femmes, patiente toujours dans le couloir de la mort. En 2012, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il aurait fait la fête avec Nicole Simpson avant de la tuer. On raconte qu'il aurait avoué l'avoir tuée dans le but prémédité de lui dérober ses bijoux. On pense que Rogers souffre d'une maladie rare, la porphyrie aiguë intermittente, qui peut pousser un individu à agir de manière extrêmement violente et psychotique. Alors, Rogers peut-il être le meurtrier? Un détail médico-légal décisif montre qu'il y a peu de chances que le tueur soit Glenn Rogers.
Les enquêteurs ont trouvé sur la scène de crime un chapeau en laine. Il devait appartenir au tueur. Et quand on l'a analysé en laboratoire, on y a découvert des cheveux d'origine africaine, semblables à ceux d'O.J. Simpson. Mais ces cheveux étaient également identiques à ceux de 10% de la population de Los Angeles, ayant des origines afro-antillaises. Mais un autre suspect émerge beaucoup plus près du domicile de la victime. Un suspect dont le portrait pourrait correspondre aux preuves générées par le triangle médico-légal. D'après les fibres relevées dans le chapeau, nous savons que le tueur était noir ou métis. Nous savons qu'il devait être vigoureux, puisqu'il a été capable de résister à un jeune homme de 25 ans en pleine forme et connu pour être un spécialiste du karaté. D'après l'enchaînement des blessures, nous savons que la cible était Nicole et que Ron est venu contrarier les plans du tueur en faisant éruption dans la courette. Et nous savons qu'il s'agit d'un tueur inexpérimenté puisqu'il a laissé sur place un gant, un chapeau, ainsi que ses empreintes de pas, autant d'indices qui auraient dû permettre de le démasquer facilement. I would not, could not, and did not kill anyone. My father will have more to say at a later time. Jason Lamar Simpson est le fils aîné de Jay, issu d'une première union. Condamné pour conduite en état d'ivresse et accident avec délit de fuite, au moment du massacre, il était en liberté conditionnelle, après avoir violemment agressé son employeur. Une ex-petite amie s'était plainte qu'il lui avait sauvagement tailladé les cheveux au couteau et aurait déclaré qu'il prenait des médicaments pour soigner ses troubles mentaux. La nuit des meurtres, on pense que Nicole et sa famille étaient attendues au restaurant de Jason, mais qu'elles ont préféré se rendre au Mezzaluna. On pense que pour une raison ou une autre, ce changement de programme aurait mis Jason dans une fureur sans pareille. Sur place, on a trouvé la preuve de la présence d'une autre personne. L'individu dont des extraits d'épiderme ont été retrouvés sous les ongles de Nicole n'a jamais été identifié. Il y a eu des empreintes de pas inexpliquées et il y a eu des gouttes de sang dont on sait qu'elles ne sont ni de Nicole ni de Ron. Alors peuvent-elles appartenir à Jason Simpson? D'autres théories voudraient qu'O.J. soit arrivé sur place après le double massacre avec l'intention d'endosser la responsabilité de son fils. Mais ni Jason ni O.J. n'ont commenté ces hypothèses. Cependant, aucune preuve issue de l'enquête de police ni des rapports d'autopsie n'a permis d'incriminer Jason. La dernière chose que nous révèle l'autopsie est que le tueur a eu énormément de chance. Pouvoir commettre une tuerie aussi épouvantable dans une banlieue si résidentielle, en laissant derrière lui autant de traces et sans se faire prendre, reste une chose tout à fait exceptionnelle. Nicole Brown Simpson et Ron Goldman ont vraiment joué de malchance. Car pour peu que Ron soit arrivé quelques minutes plus tôt, tous deux seraient certainement vivants aujourd'hui. Je l'aimais beaucoup. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et même 20 ans plus tard, elle me manque encore. Potato.